Hey, bienvenue dans ton INF Frank. Aujourd'hui, on reçoit Joanne Marcotte qui a fait ses recherches. Écoute, Joanne, avant de rentrer dans le sujet, je voyais ça ce matin, puis je pensais à toi justement dans le Journal de Montréal, la une photo du jamais vu en 127 ans. Et là, il y a la réaction de la mairesse de Montréal. Là. C'est un record de neige dans les 127 dernières années. Habituellement, ça donne lieu. Mettons que c'était la journée où il avait fait le plus chaud dans les 127 dernières années. Là, on aurait 14 articles de Et journal, Laure ouais. Varidel, Gilles Brien, tout l'arsenal pour nous dire que là, la fin est proche, l'apocalypse s'en vient, on va tous mourir séchés sur le bord du chemin. Mais là, vu que c'est de la neige, on va nous dire calmez-vous, là. Ça, c'est de la météo. Faudrait quand même pas confondre climat et Climat et météo. météo. Ouais. Exactement. Fait que c'est bien passé. Ça m'a bien fait rire quand j'ai vu ça. Écoute, Joanne, actuellement, il y a un genre de phénomène au Canada qu'on a appelé affectueusement l'opération Pompon le banquier. Et C'est bon. tu t'es intéressé au phénomène Mark Carney, puis tu as écrit quand même un solide papier là, qui fait genre 20 pages en PDF sur ton blog. Donc, au début, tu me dis, Je je vais suis la faire. sœur, tu ne le savais pas, mais je suis la sœur de Vincent Geloso. Exact. Mais tu fais pas encore des tweets avec des notes de bas de page. Ça, Ah, et c'est Colin, merci ça. de me le rappeler. C'est ça. Donc, sur ton blog, les gens peuvent le télécharger, là, et même le consulter en ligne, comme on voit en ce moment. Donc, ça s'appelle Mark Carney, l'envoyé spécial des Nations Unies. Donc, c'est un long papier où tu nous parles de son parcours, d'où il vient, c'est quoi ses idées, tout ça. Fait qu'on va expliciter un peu aujourd'hui. Là, je reconnais Joanne. Ouais, ouais, Non, je c'est sentais. c'est très, très complet. Il y a des citations là-dedans de lui, de ses livres. C'est pas De, plate, là. C'est pas plate. c'est une citation de lui au Guardian en 2019. C'est important de revenir un peu. On l'a fait là, quand même dans le podcast, mais je pense que ce que tu fais, c'est d'intérêt parce que c'est plus complet. Là. Mais là, tu sais, qu'à chaque fois qu'on nous sort quelqu'un comme ça, Flavor of the Month, là, la saveur du mois qui arrive, là, les médias ont tous le même liner. C'est un outsider. Il arrive, tu sais, le gars est conseiller de Trudeau, mais c'est un outsider. Il fait quand même sa campagne sur le thème du changement présentement. Oh, oui, Oh il my fait des God. posts en ce moment. Il dit là, les Canadiens sont mûrs pour du changement. C'est comme, ben, Bodé, c'est parce que vous êtes au pouvoir depuis 10 ans. Je sais pas, il y a Hmm, quelque chose que je comprends pas dans ton histoire. Là. Mais en tout ouais. cas, donc, je sais pas par où tu as envie de commencer. Peut-être nous présenter un peu c'est qui, là, finalement, Mark Carney, parce que je pense pas sûr tout le monde sait c'est qui. Là. Mhm. Ben écoute, on va commencer par la question de l'urne, OK? Parce que là, on a une campagne Oui. médiatique qui tente de la changer, qui l'ont, à toute fin pratique changée. Fait que là, on balaie du revers de la main les préoccupations d'il y a seulement 3 semaines. Tu sais. Là, ça prend quelqu'un de fort, tu comprends? Ça prend quelqu'un de fort devant Trump. Mais curieusement, celui qu'on traitait de pitbull il n'y a pas 3 semaines, ben là, il n'est pas encore assez à leur goût, tu comprends? Pierre Poilievre. Puis il y a même un titre, je suis allée chercher le titre d'un article d'Hélène Buzetti, Pierre Poilievre, le pitbull. Ben, il me semble que s'il était cohérent, il se dirait, ouais, OK, ça prend quelqu'un de fort, ça prend quelqu'un qui a de la pointe, quelqu'un qui veut défendre les intérêts du Canada, mais non, il ne se classe pas encore. Fait que donc, il faut trouver autre chose. Il faut trouver autre chose. Là, il y a de l'expérience. Il a été gouverneur de la Banque du Canada pendant quelques années. Il a été gouverneur de la Banque d'Angleterre. Tu sais, alors là, gouverneur d'une banque centrale, tu comprends, Ouais. ça fait wow. Ben, Et ça ça, fait c'est drôle, là, excuse-moi de te couper, mais l'idée que ça prend un CV pour être premier ministre du Canada, c'est comme nouveau, ça. Parce que mais ça pour fait vrai, 10 ans qu'on se coltine un gars qui est un prof de théâtre puis un pagayeur. Et ça a l'air que c'était pas grave. ah, c'est incroyable, c'est incroyable. C'était mieux de prendre lui que Stephen Harper parce que lui, il était froid. Tu comprends? Lui, il était froid.
C'est ça, c'est quelqu'un qui serre la main de son enfant quand même. On ne peut pas faire confiance à ça. Donc, un monsieur avec un coffre de déguisement puis un diplôme de théâtre, ça, c'était. Tu sais, on nous a dit aussi que Chrystia Freeland, qui a un diplôme en études russes, c'était bien correct pour être ministre des Finances. Mais là, quand c'est rendu autour de Poilievre, il n'y a pas un gros CV, hein, ce gars-là. Ça serait mieux de prendre le banquier. Ouais. Fait que c'est comme ça que résonnent nos médias. C'est tordant. Okay. Mais bref, il a écrit un livre, le gars. Il a écrit un livre qui s'appelle Values. Et je décortique un peu je relève certaines analyses qui ont été faites de son livre. Il y en a une qui est bonne, qui est bonne dans le sens positif, très rare, mais positive. Miville Tremblay, c'est un gars du CD House qui a publié dans la presse quelque chose. Lui, il était impressionné. Okay? Il était impressionné parce que là, tout à coup, on avait vraiment besoin, il a été convaincu par Carney qu'on avait vraiment besoin d'un nouveau système financier inclusif et mixte. OK? Oui, je te vois. C'est souffrant matin, là. Une finance durable, il ne faut pas l'oublier, celle-là, ce qu'elle touche. Une finance durable qui serait guidée par le ESG. Donc, ça, lui, a été convaincu de ça. Nos conservateurs canadiens, un petit peu moins. T'sais. Quand on pense, par exemple, à Conrad Black, Terence Corcoran, que je lis religieusement dans le National Post, Jordan Peterson, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Eux, ils voient très clairement le jeu de Mark Carney. Carney veut changer la société. Carney, il veut imposer une nouvelle structure morale. Le côté moral, éthique de la pensée de Mark Carney ressort beaucoup. T'sais. Pourquoi? Parce qu'on a une menace existentielle qui est sur nous. Et cette menace existentielle-là, je cite Mark Carney, l'humanité est une arme d'extinction massive. On en serait à la 6e extinction massive, selon Carney, quelque chose qu'il aurait dit la COP 15 à Montréal, la COP sur la biodiversité. Fait que là, Carney, pour moi, après avoir lu et suivi son parcours depuis 2015, c'est l'homme des Nations Unies. C'est le globaliste. Il est dans la lignée, en fait, des comment est-ce qu'il s'appelait? Malthus. Tu sais, les catastrophistes, là. Guterres, amenez-en là, des exponentielles, là, des menaces existentielles, et c'est ça qui est lui. Alors, dans son livre, il parle de valeurs et il tente de faire voir que ça prend vraiment un nouveau système financier qui respecterait les valeurs au lieu du libre marché, parce qu'il ne croit pas au libre marché, ce gars-là. Donc, son parti... Fait que lui, il s'en va chef du Parti libéral. Oui. Il ne croit pas à ça, le libre marché. OK. Ça commence bien, là, finalement. Non, exact. Mais il pense-tu qu'il est original, lui? Je sais que tu n'es pas dans sa tête, là, mais c'est parce que moi, tous ces gens-là qui nous arrivent avec littéralement toutes les talking points de tout ce qui est à la mode dans les dernières années, et ils pensent qu'ils arrivent avec une vision originale. Hey, j'ai pensé à ça, il faudrait qu'on fasse de l'ESG du DEI. Ah ouais, c'est la première fois que j'entends ça. C'est pas pantoute ce qu'on fait depuis 2015 à tous les jours. Exact. En plus, tous les trucs, toutes les entreprises, tu regardes, sont toutes en train de sortir de ça. Là. Bon, j'y arrive. Donc, on part l'historique. On est en 2015. 2015, c'est vraiment comme l'année la peak année de l'accord de Paris, du climato, de la folie climatique. On est en 2015. Le gars, à ce moment-là, il est encore gouverneur à la Banque d'Angleterre. D'ailleurs, il y en a qui ne voient pas ça d'un très bon œil. Le fait qu'il combine les deux courants, là, tu sais. Alors, il arrive avec l'idée d'un task force, puis le task force, puis là, il fait ça devant un beau parterre d'invités de la compagnie d'assurance Lloyd's. Et on le voit comme un héros de la trempe de Thunberg, Obama, Al Gore, parce que là, tout à coup, il arrive avec l'idée que ça prend des efforts financiers, du monde financier pour assurer la transition. Donc, on est en 2015. 4 ans plus tard, puis toujours, ces présentations sont toujours, je les ai vues, là, les premières pages, c'est toujours des projections, des graphiques de projection de hausse de température importées des rapports du GIEC.
OK, dans les scénarios les plus catastrophiques. Donc, il se nourrit de ça, le gars. 2019, 4 ans plus tard, il arrive avec, toujours inspiré par les projections alarmistes du GIEC. Ben là, il est nommé là, cette année-là un envoyé. C'est le titre, là, quand je dis un envoyé des Nations Unies, je ne l'ai pas inventé, là. Son titre, c'est vraiment un envoyé des Nations Unies pour le financement de l'action climatique. Okay? Fait que c'est le bras financier de l'action climatique des Nations Unies. Il faut bien voir ça. 2020, là, il arrive avec l'ESG, justement. Puis là, je le cite encore, il ne nous reste que 12 ans pour mettre un terme au changement climatique galopant. Il y a urgence climatique, une réallocation massive du capital est nécessaire. Okay? Hey, Joanne, je vais te couper juste ici. Oui, je vais vas-y, mettre un graphique à l'écran, OK? Oui. Ça, c'est un ETF qui suit le Global Clean Energy. Ça décolle à peu près en 2008, cette affaire-là, 2009. Okay. Et ça plante en décollant. Okay? Là, c'est vraiment pas un ETF qui va bien. Puis quand on remonte dans le temps, là, de 2009, 2010, 2011, vous voyez, il se passe absolument rien dans ce milieu-là. Tu parles de 2020 tout à l'heure. Donc, il y a une révolution, une réallocation du capital qui se passe. On est en plein milieu de la COVID. Il y a une réallocation du capital qui se passe dans les énergies vertes. En 2020, quand il dit ça, il ne ment pas dans le sens que si vous regardez, ce fonds-là se met à décoller vraiment beaucoup. Ouais, c'est le fameux Build Back Better. Là, exact. C'est Joe Biden au pouvoir, c'est... Inflation. Ah oui, l'ITF, oui, exact. Ouais. Exact. Fait que là, on est en 2020 et là, ce portefeuille-là monte. On monte jusqu'à 26, 28 $. Seule affaire, c'est que le pic de tout ça, on le frappe dès 2021. À partir de 2021, on se rend compte que, ouais, qu'est-ce qui se passe? Là? On est en train de mettre plein d'argent dans des éoliennes, dans des miroirs magiques. Puis là, on s'imagine que ça va révolutionner. Puis tranquillement, le monde financier, tu sais, il y a eu une manne pour vrai. 2020-2021, il y a eu vraiment une manne, mais c'est de l'argent gouvernemental, c'est artificiel. Puis à partir de 2021, c'est en constante baisse et ça n'arrête pas de baisser. Dans les derniers 5 ans, là, le portefeuille de ce type-là a baissé de 15 %, alors que si vous regardez la bourse, le S&P 500, le S&P TSX, tout ça, les fonds, ils n'ont pas baissé. Là. Les marchés financiers ont très, très bien été. En fait, un bon moyen de perdre de l'argent dans les 5 dernières années, c'est d'avoir investi dans les énergies renouvelables. Oui. Fait que, tu sais, on comprend que 2020, 2021, c'était les années pic. C'était l'arrivée aussi du ESG. Quand on dit ESG, c'est Environment, Social Governance, c'est les grands paramètres qui devaient guider, qui devaient même être imposés au secteur bancaire et d'assurance pour respecter la transition, pour s'assurer que la transition se fera. Mais en termes clairs, qu'est-ce que c'est? C'est d'encourager des bons investissements versus des mauvais investissements, c'est de les récompenser ou de les faire disparaître. Tu sais, il y a des incitatifs très, très forts. C'est une forme de crédit, c'est une forme de crédit social, mais au lieu d'être aux individus, comme les gens disaient qu'il allait avoir dans la pandémie, c'est pour les entreprises. Ouais, oui, exact. Puis dans le monde du conseil financier, c'était très puissant, dans le sens qu'il y a eu une mode marketing d'envoyer beaucoup d'actifs de ce côté-là. Les compagnies de fonds d'investissement nous poussaient sans arrêt du marketing ESG. Puis même, il y a été pendant quelques temps, on sentait réellement que si tu n'envoyais pas tes clients dans des portefeuilles ESG, éventuellement, tu serais considéré comme non éthique et tu pourrais même avoir de la difficulté avec les organismes de réglementation éventuellement. Ils n'ont pas été là. Ils n'ont pas été là. OK, ça ne s'est pas rendu là, mais à un moment donné, on était là, puis on regardait les choses aller, puis on se disait, ça commençait à se parler au niveau des autorités de surveillance. Puis là, tu te dis, hey, wow, si vous avez là, vous êtes débile, parce que moi, personnellement, j'ai jamais embarqué dans cette mode-là. Exact. Il y a beaucoup de conseillers qui ne voulaient pas embarquer là-dedans. Il y a des gestionnaires à portefeuille qui ne voulaient pas embarquer là-dedans. Puis même qui disaient, ben là, à force d'envoyer tout le monde dans la même direction, vous êtes en train de créer des vraiment belles opportunités dans les marchés qui sont apparemment vraiment pas gentils. Tu sais. Mais ça, cette mode-là, quand on la sentait, puis ça, depuis 2 ans, là, on n'entend presque plus parler. Ben, exact. De toute évidence, vous avez vu pourquoi. Là, les portefeuilles vont beaucoup moins bien parce qu'il y a moins d'argent public qui arrive. Mais on en entend beaucoup moins parler. Mais je veux dire, imaginez-vous que les organismes de réglementation prennent la direction pour dire, écoute, si tu places l'argent de tes clients dans quelque chose qui n'est pas ESG et conforme,
Exact. ben tu vas être une mauvaise personne, tu vas être sanctionné. Le trend de ESG, si on ne mettait pas fin à ça, ça allait prendre une drôle de direction, sérieusement. Ah oui, ah oui, ah oui. Puis on est chanceux qu'on arrive, on arrivera bientôt, là. Ben, c'est déjà fait, mais on arrive dans l'historique, dans le parcours là, où tout ça tombe. Mais à ce moment-là, il y avait une grande, comment je dirais, un grand poids éthique Oui. qui faisait pression. Et je cite encore Mark Carney, il faut exclure les incorrigibles énergies brunes. OK, moi, ça me fait penser tout le temps à François Legault qui dit le pétrole sale et tout ça, mais la valeur éthique était très forte, donc moralisatrice beaucoup, et c'est ça que déplorent nos conservateurs canadiens, dont Jordan Peterson qui en vomit, là. Mais toujours est-il qu'il se réessaye, parce qu'en 2021, le gars, il crée ce qu'on appelle le Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Fait que là, il regroupe un paquet de compagnies, d'assurances, de compagnies d'investissement. Et l'idée, c'est encore une fois de créer tout un réseau pour faire pression sur le secteur financier. À ce moment-là, il y a un article, je trouvais ça le fun, Forbes, qui qualifiait Carney de The Ultimate Climate Insider. Je pense qu'il n'y a pas de plus expression pour qualifier, pas de meilleure expression pour qualifier Mark Carney. Et 2022 arrive, COP15, il parle de la 6e extinction massive, lâche pas le gars. 2023, il arrive avec ah oui, là, il est content. Là, il est excité, 2023. OK, on arrive à la COP, je pense que c'est la COP 26. Et là, il arrive avec une présentation. Il y a tout un monde de financement de transition qui est en train de se créer au moment où nous parlons. Et l'expression qu'il utilise, c'est blended finance. OK, la finance mixte. Ouais. Et qu'est-ce que c'est que la finance mixte? J'ai jamais embarqué de là-dedans, je te le jure. Je le sais. C'est comme les toilettes mix. Ça a-tu rapport avec ça? Hey, mais c'est-tu de la petite bullshit pareil, un peu? Ouais, et ce gars-là se présente pour être premier ministre d'un pays. Alors, bref, blended finance, c'est le mix, hein, c'est un partenariat, pour utiliser un beau mot, partenariat d'investissement privé et public. Arc! À quoi vous pensez? Me sauve en courant, moi, quand j'entends ça. Ouais. J'entends Fitzgibbon. On a un gros Fitzgibbon. Oui, exact. On a la Caisse de dépôt aussi qui embarque. On a tout ça, là. Et on a surtout the Inflation Reduction Act de Joe Biden qui pousse des trillions dans une économie mixte pour s'assurer qu'il y aura bel et bien une transition vers les énergies propres. C'est vraiment fascinant. Fait que ce gars-là, il nous est présenté comme un genre de visionnaire, alors qu'en réalité, il ne fait que suivre l'air du temps. Il a été dans les ESG quand c'était à la mode, il a été dans le climat quand c'était le gros trend. Il a probablement dû être dans les histoires de non-genrés, LGBT et compagnie, parce qu'ils ont tous été là-dedans. Puis là, il est dans le trend de l'anti-américanisme, il faut que je vous protège contre Trump, tout ça. Puis après, demain, qu'est-ce que sera finalement le trend? On ne le sait pas encore, mais on sait qu'il va être dedans. Mais somehow, ce gars-là sera un genre de visionnaire qui verrait ce que les autres ne voient pas. C'est complètement ridicule. Ouais, mais il a été un participant actif à la construction ou à la tentative de construire ce monde-là quand même. Là. Mais là, il était partout. Tu sais, je fais la liste, là. C'est l'envoyé spécial pour le financement de la transition des Nations Unies. Il a été président de la firme Brookfield. Il a été jusqu'à janvier, là, président de Bloomfield. Il est membre fondateur du WEF, the World Economic Forum. Il a été le conseiller spécial de Justin Trudeau. T'imagines-tu le réseau qui s'est construit pour arriver à créer son bébé, qui était vraiment une alliance entre les compagnies d'assurance, les banques, les secteurs d'investissement pour accomplir, dans le fond, le mandat des Nations Unies et de Antonio Guterres. Et c'est ça. Donc, c'est quand même extraordinaire sa capacité à réseauter des gens puis à bullshiter, entre guillemets, les gens sur un concept totalement vaporeux qui est basé sur quelque chose qui n'a même pas été démontré. OK, lisez mon livre, là, vous allez voir, vous allez sortir de là avec des gros doutes. C'est pas démontré factuellement là, que le CO2 est responsable à part entière
du réchauffement qu'on observe aujourd'hui. Donc, c'est un échec total. Je vais vous mettre quelque chose à l'écran, OK, pour Oui. mesurer l'ampleur que Joanne, ce qu'elle vient de dire. Le Canada est beaucoup plus petit que les États-Unis, mais la grosseur de son système financier est phénoménale parce qu'il y a une forme de un peu. Ce que je vous montre là, c'est le TSX 60, c'est un ETF, le XIU.TO. Puis on voit les titres les plus gros qui sont disponibles au Canada à l'intérieur de ce portefeuille-là. La Banque Royale, à elle seule, représente 8,45% de l'indice. Shopify, compagnie technologique, 6,9%. Après ça, on va avec la banque TD, Enbridge, Brookfield, que Joanne vous parle. Mark Carney était à la tête de cette compagnie-là. Le Canadien Pacific, Bank of Montreal, Constellation Software, CN et la Banque de Nouvelle-Écosse. Le secteur financier représente 36% de l'indice. Fait que, c'est hallucinant. Là. Je veux dire, si vous regardez la grosseur du système financier aux États-Unis dans l'ensemble de leur économie, c'est beaucoup plus petit que ça. La raison pourquoi c'est aussi gros au Canada, c'est qu'on n'a pas une économie qui est très diversifiée. C'est principalement des banques, du pétrole et un petit peu de technologie. Puis ça, c'est juste à cause de Shopify. Parce que si Shopify n'est pas là, la technologie au Canada, il n'y en a pas tant que ça. Là. Mais avez-vous pensé comment c'est tout ce que Joanne dit, là, je veux dire, tout le gratin financier canadien là, pivote autour de Mark Carney, c'est assez évident. Ah, c'est quoi, c'était pas rare, là, sérieux. Moi je suis pas alarmiste d'habitude, là, mais ça, sérieusement, si j'avais à avoir peur de quelque chose, ça serait ça. Heureusement, dès 2023, tu disais que on voyait la courbe tantôt qui descendait, là, les compagnies d'assurance et les banques, ils trouvent pas ça drôle, le SG, là, parce que là, ils sont poursuivis par des activistes environnementaux. Certains États américains, même, les sacs dehors, ils veulent pas, ils les expulsent sur leur territoire parce que leurs activités sont interprétées comme du boycottage de leur économie, tu vois. Fait que là, t'as même, tu sais, la fameuse Lloyds devant laquelle ils se présentaient en 2015, là. Lloyds, BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, you name it. La fameuse alliance, là, eh bien là, elle s'effrite, elle tombe. Les compagnies font disparaître le SG de leur site Internet. Les banques passent une après l'autre. Ici, au Canada, on a toute la gang des banques ont carrément sauté du bateau. Là, on ne parle plus de ça. Fait qu'il a échoué. Le Mark Carney, c'est un loser, OK? C'est un gars qui a échoué. On a le titre du podcast. Mais loser, c'est quoi la définition de loser? Quelqu'un qui parle. Il a perdu dans sa croyance, à imposer sa croyance du net zéro. Il a perdu dans la Constitution l'importance qu'allait prendre sa fameuse alliance net zéro. Il a perdu dans l'imposition du ESG auprès du secteur financier. Moi, j'appelle ça un loser. Là. J'appelle ça quelqu'un qui est idéologiquement tellement puissant avec son espèce. Il y a une superbe, hein? Mark Carney, une superbe, dans le sens, quand il se présente, les gens ont tendance à trouver que il est crédible. Mais quand tu regardes les résultats, la fille est vraiment orientée résultats, là. Quand tu regardes les résultats, il a échoué sur toute la ligne. La seule chose, en fait, qu'il a réussi pendant un certain temps, c'est de donner un prétexte au gouvernement de dépenser mon argent dans des affaires qui ne marcheraient pas. C'est ça, j'allais dire. Ça, c'est sa grande réussite. Sa grande réussite, c'est de nous avoir mis dans la marde, là, parce que là, je l'ai entendu sur un plateau, bon, peut-être faire jouer l'extrait dans quelques instants, là, mais là, il donne toutes sortes d'entrevues. Là. Après être allé se faire sécher les dents aux États-Unis, il donne des entrevues finalement au Canada, là, et dans lequel il dit non, parce que là, on lui demande, tu vas faire quoi? On lui pose la fameuse question qu'on a posée à Kamala Harris et qu'elle a répondu non, je ne sais pas ce que je ferais différent de Joe Biden. C'est quelle réponse merdique quand tu essaies de te faire élire de répondre à un truc comme ça. Et lui, il dit je pense qu'on a un peu trop dépensé. Là. Moi, je ne serais pas comme Justin Trudeau. Puis bon, là, il essaie de resserrer un peu les cordons de la bourse. Mais il a juste oublié de nous dire que les dépenses de Trudeau, ben, c'était son idée à lui. Absolument. Regardez cet article-là. Gestion de la pandémie, Mark Carney, la carte cachée d'Ottawa. Oh, wow. Le banquier et administrateur public de renommée mondiale contribue à l'élaboration du plan de relance. Lui, là, son vrai nom, là, ça devrait être Mark Inflation Carney. C'est lui qui nous a mis dans la marde avec tout le plan, la PCU,
toutes ces histoires-là, c'est lui qui a pensé à ça. Ben écoute, ce qui est fascinant dans l'histoire avec Mark Carney et tout ça, c'est que ça fait longtemps qu'il navigue à l'intérieur du Parti libéral. On savait que Chrystia Freeland n'était pas crédible comme ministre des Finances. Elle avait besoin de conseillers forts autour d'elle. Mark Carney, son rôle, c'était de conseiller Chrystia Freeland. Là, présentement, on a affaire à une course qui est complètement fake entre les deux. Chrystia Freeland est là comme faire valoir. Elle est là pour faire durer la course le plus longtemps possible. Éventuellement, si elle ne se désiste pas, elle sait qu'elle va perdre de toute façon. C'est tellement fake que Mark Carney est le parrain d'un des garçons de Chrystia Freeland. Oui, c'est ça, son tête. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, on peut-tu arrêter? J'ai dit garçon, c'est peut-être enfant, je sais pas si c'est une fille, mais peu importe. Mais je veux dire, là, c'est une grande pièce de théâtre. Les gens qui dirigent le Parti libéral, vous comprenez que Justin Trudeau a toujours été une marionnette avec un nom. Les gens qui dirigent le Parti libéral, c'est les Gerald Butts de ce monde. Où est Gerald Butts? Il est dans la poche de Mark Carney. Il est à côté de Mark Carney. Tu sais, je veux dire, il n'y a absolument aucun changement dans la direction. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on remplace le prof de théâtre par quelqu'un qui a étudié un petit peu plus fort que lui, là. Mais en dehors de ça, c'est les mêmes idées, c'est la même direction, c'est les dépenses complètement folles et incontrôlables du gouvernement. C'est tellement les mêmes idées. Regardez, je pense que c'est le bon moment pour la mettre. Je vais vous montrer un extrait. Okay. Ça dure à peu près 2 minutes, là, mais c'est l'entrevue qu'il a donnée à Patrice Roy. Écoute, cette entrevue-là, cet extrait-là de cette entrevue-là est lunaire. Ce gars-là nous prend vraiment pour des crétins. Et j'espère qu'ils n'auront pas raison de le faire. Pour l'instant, les sondages ont l'air de dire qu'ils ont raison de nous prendre pour des crétins. Là. Mais voici ce qu'il y avait à dire. Le programme libéral que vous proposez est loin de celui de M. Trudeau, on s'entend? C'est pas du tout pareil. Les temps sont différents, oui. Très bien. Déficit zéro, 4 ans, premier mandat. C'est 60 milliards le déficit. Je vous repose la question, est-ce que vous coupez les transferts aux provinces? Non. Vous ne coupez pas les transferts aux individus? Non. Vous allez chercher. Vous êtes magicien ou banquier? Oui. Premièrement, je peux compter. Vous savez compter, mais je suis un homme... Si mon banquier était gentil comme vous, j'aurais pas de problème. Non, je suis un homme de finance. J'aime la question. Il faut trouver des efficiencies dans les... Plus d'efficacité. Des dépenses de programme. Il faut utiliser la technologie et il faut faire une distinction entre les dépenses opérationnelles et les investissements de capitaux, c'est-à-dire les investissements du gouvernement du Canada qui sont catalyseurs pour les investissements privés. Ça, c'est le moment ici au Canada de bâtir l'avenir. Il faut l'investir maintenant, faire face à M. Trump, mais afin d'avoir une meilleure économie pour tous. Mais moins de fonctionnaires. Vous voulez réduire la taille de l'État? L'augmentation de fonctionnaires pendant le mandat de M. Trudeau, c'est plus de 35 C'est clair, on peut être plus efficace là. Donc, moins de fonctionnaires? Moins de l'accroissement de fonctionnaires. Okay. Parce qu'il y a une différence. Dans une économie... vous ne mettez pas des gens dehors, vous dites? Non. Mais c'est une question de le taux de croissance des fonctionnaires, le taux de croissance des dépenses, les taux de croissance de l'économie. Mon plan est d'accroître l'économie canadienne avec l'investissement, avec un grand investissement, des grands changements. Donc, je vous résume ça très succinctement. Il y a un déficit de 60 milliards structurel pour boucler le budget. Donc, on est 60 milliards dans le trou. Et lui, il ne coupera pas les transferts aux provinces, il ne coupera pas les programmes aux individus et réduira pas le nombre de fonctionnaires. Même, il va en engager plus, mais un petit peu moins vite. Et il va investir massivement pour attirer des capitaux privés. Mais quelque part comme ça, quelque part au travers de ça, le budget will balance itself. Oui, la croissance de l'économie, Frank, parce que là... M. Trudeau n'investissait pas dans les bonnes compagnies, mais M. Carney va investir dans les bonnes compagnies. Oui. C'est comme Fitzgibbon de luxe. Mais c'est un gros système de financement mixte et inclusif, on s'entend. Ça va être ça, là. Il va poursuivre son œuvre. Moi, quand j'ai fini de lire ça, là, je me dis, est-ce qu'un gars comme ça, un idéologue de cette trempe-là,
un alarmiste climatique, un homme des Nations Unies, tout à coup, va laisser tomber son projet? Non. Moi, là, puis ça va être peut-être gros ce que je vais dire là, mais le gars, il tient à cette vision-là. C'est un technocrate de la pure espèce. Moi, je les sniffe, garde, à des milles. Les technocrates, c'est de la pire espèce de monde, là. Et parce qu'ils tiennent à avoir raison. De un, ils sont tellement sûrs de leur affaire. Mais il va vouloir faire du Canada un projet pilote pour implanter sa vision, convaincu de ça. Fait que là, tu as devant lui quelqu'un là, qui embarque Trump, qui fait basculer les États-Unis vers le protectionnisme, qui se retire de l'accord de Paris, qui annule les subventions de Joe Biden pour les énergies vertes, qui appuie les énergies fossiles, qui annule les projets éoliens, qui refait la politique commerciale du monde, puis vous allez mettre un homme des Nations Unies devant lui? Êtes-vous malade? Il va se faire bouffer. Mais nous, on va souffrir de ça, là. Ben oui. Alors, les médias ignorants qui font pas leur devoir, s'il vous plaît, si jamais vous lisez ça et vous écoutez ça, puis j'en suis certaine qu'il y en a beaucoup qui l'écoutent, là, il y en a 5 juste pour les planter ou s'amuser s'amuser avec ça. Lisez qui il est, ce gars-là. Il est vraiment dangereux. On a affaire à quelqu'un qui avait plus de plaisir avec Brookfield Asset Management. Là. Il était là, il dit écoute, là, c'est le fun de gérer un portefeuille d'investissement puis tout ça, mais là, il y en a des plus gros. Genre, ce serait le fun d'avoir les cordons de la bourse du gouvernement du Canada. Aller m'amuser avec l'argent des autres, ce serait pas pire, ça. Ouais. François Legault, là, à grande échelle. Là. Mais c'est pire que François Legault. Quand tu parles de technocrate, c'est vraiment le bon terme. C'est un fonctionnaire gouvernemental glorifié, cette personne-là. Très bon. C'est réellement quelqu'un qui a grandi en faisant grossir l'État. Je veux dire, oui, il était à la tête de la Banque centrale, mais je veux dire, tu n'arrives pas à la tête de la Banque centrale sans avoir fait un parcours dans la fonction publique gigantesque. Là, je veux dire... Je regarde Patrice Roy, puis tu sens qu'il y a quand même un désir. Il savait qu'il se faisait prendre pour un cave. Quand il lui dit « J'aimerais ça avoir un banquier aussi jovial que vous », c'est à peu près ça la question qu'il lui dit. Tu le sens qu'il y a un malaise à l'intérieur de Patrice Roy en disant ils sont pas caves à temps plein, les gens des médias. Ils savent qu'il est en train de remplir la population. Mais il connaît aussi son mandat. Il dit, il faut que je fasse élire ce gars-là, parce que si j'envoie le croqueux de pomme, il y a des chances qu'on coupe les budgets de Radio-Canada. La game présentement qui se passe au Canada, ce n'est que ça. On essaie de préserver, parce qu'on parle des budgets de Radio-Canada, de toute évidence, mais on parle aussi des subventions aux médias présentement qui sont gigantesques. Fait que les médias ont trouvé un moyen de peut-être éviter des coupures dans ces subventions-là, parce qu'ils savent que le croqueux de pomme n'est pas très favorable à eux autres. On les a vus la semaine passée, ils capotaient bien raide parce qu'il y aurait peut-être 1 ou 2 podcasteurs de médias alternatifs qui rentreraient sur la tribune de la presse. Hey. Écoute, ils sont dans un délire total. Ouais. Fait que tout tourne autour de cet aspect-là. On est en train d'essayer de glorifier un technocrate en nous faisant croire qu'il va être meilleur que Justin Trudeau. Tu sais, je veux dire, il trouvait Stephen Harper plate. Je veux dire, Mark Carney, venez pas me faire croire que ce gars-là, il est cool. Là. Je veux dire, il nous fait croire qu'il écoutait Joe Bocan. Là. C'est pas vrai, là. C'est absolument pas vrai, là. C'est tellement fake, là. Mais pour venir à la question, tu sais, en qui faire confiance? Parce qu'il y a une chronique ce matin de Paul Journet. Puis là, il axait ça sur la confiance. Et en qui faire confiance? Pierre Poilievre ou Mark Carney? Moi, c'est drôle, mais j'ai écouté le discours de Pierre Poilievre en fin de semaine, à l'espèce de célébration du drapeau. Puis il y avait beaucoup de substance. Moi, sérieusement, en parenthèse, j'ai jamais pensé avoir le plaisir d'observer un homme politique aussi friand de politique publique autant que de politique partisane dans le monde réel. Mark Carney, il n'y a ni un ni l'autre. Okay? C'est son réseautage et son espèce d'étiquette d'homme des Nations Unies qui l'a propulsé puis qui l'a fait rentrer dans des... Fait, si j'avais à choisir entre quelqu'un qui est vraiment un amoureux du Canada, parce que ça paraît quand Pierre Poilievre parle, là, un fervent studieux des politiques publiques et qui a un fighting attitude, là, versus quelqu'un qui
C'est un produit du système. Oui, puis une lubie, dont la pensée est carrément une lubie, qui a fait du tort sur la planète inestimable. Avoir ça comme premier ministre, puis quelqu'un, c'est quoi son trip? Lui, il est amoureux de ce qui se passe dans les corridors des Nations Unies, puis du WEF, puis de tout ça, là. Je préférerais un Canadien, sérieux. Je préférerais un vrai Canadien avec une famille, avec 2 enfants. Puis moi, je les adore, là. Je suis émotivement branchée sur quelqu'un qui a à cœur. Puis je pense que c'est authentique. Je le sens comme authentique, puis à Poilievre. Il fake pas, c'est pas un fakeux. Fait que, il mangera pas une poutine pour nous faire plaisir, tu penses? Peut-être. C'est vrai que ça fait... si tu regardes Mark Carney, puis moi, l'impression qu'il me donne, là, c'est, tu sais, à l'époque des coloniales, là, les Britanniques envoyaient un administrateur colonial. Puis là, il allait voir les colons, tu sais, puis il disait, là, regarde, vous savez pas comment vous gérez. La maison mère a envoyé un administrateur qui va gérer la colonie. Ben, nous, le Canada, on est un petit peu comme une colonie des Nations unies, une colonie de toute cette patente-là, de la technostructure européenne qu'on voit l'Union. Parce qu'en Europe, c'est pas compliqué. Quand les gens votent mal, ils annulent les élections. C'est un peu ça. C'est ça, facile. C'est facile. Là. Fait que si tu votes pour un parti puis ça ne lui tente pas, il annule l'élection. Quand il demande aux Français, voulez-vous rentrer dans l'Union européenne, ils votent non par référendum, ils rentrent pareil avec une loi votée par l'Assemblée nationale. Ça, c'est ce qui est arrivé avec en France lors du référendum sur l'adhésion à l'Union européenne. Ils parlent même de faire la même chose en Allemagne. Si jamais les Allemands avaient l'outrecuidance de voter pour le parti qui serait supposément d'extrême droite, ben là, ça se peut peut-être qu'on annule encore les élections. Aux États-Unis, ils n'ont pas voulu perdre non plus ça avec Biden. Ils se disent, ben, vu que le monsieur est en déclin, on va lui bricoler une patente. Regardez comment c'est toutes les mêmes affaires tout le temps. Là, on enlève le bonhomme, on met la nouvelle qui arrive, elle est bonne, pompage médiatique. Ben, au Canada, je pense que là c'est comme l'ultime test là, de voir si on est capable de maintenir cette caste-là au pouvoir, là, qui est là depuis maintenant 10 ans, de ces gens-là qui font un peu n'importe quoi, puis ils suivent ils essaient d'implanter. Parce que Carney, c'est carrément le genre de gars que lui, quand il va au meeting là, du Forum économique ou des Nations Unies, il revient avec toutes les patentes, là, Build Back Better, Green Les New buzzwords. Deal. Hey, talk about slogan man! Talk about slogan man! Écoute. Ben oui, c'est ça. C'est ça qui est le pire, c'est qu'après ça, les médias nous disent « Pierre Poilievre, il n'y a pas de programme, c'est rien que des slogans. » Mais c'est quoi qu'on a en face de lui? C'est des Build Back Better, des ESG, on va être dans la finance durable. Là, tu dis, ouais, mais c'est quoi ça? Ben, c'est je prends votre argent et je le garoche à plein de monde. C'est quoi ça? Le terme caste est très juste. Je serais pas surpris de voir Pierre Fitzgibbon se présenter avec Carney. Il semble qu'ils fit ensemble, les deux. Wow. Hey, t'imagines-tu mon Pierre qui retourne au gouvernement comme ministre de l'économie fédérale? Écoutez, là. Oh my God, quelle horreur. Tu vas nous achever. Ouais. Tu vas nous achever. Ben, c'est parce que je souhaite son retour dans le podcast de Pierre. On s'ennuie. Oh, tu t'ennuies. Oui. On s'en va sur Patreon, les amis.